Sous les derniers rayons du soleil couchant, Emma vit avec horreur la lynx roux s'élancer vers Scout, crocs dévoilés et griffes tendues dans une attaque désespérée. L'instant d'après, le prédateur s'effondra brutalement sur l'herbe de leur jardin, son regard féroce soudain remplacé par une douleur primitive qu'Emma reconnut immédiatement, celle d'une mère luttant pour donner la vie. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Le soleil se couchait sur la campagne du Montana, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres. La propriété des Moreau, nichée entre forêt et prairie, baignait dans cette lumière dorée qui marquait la fin d'une journée ordinaire. Mais ce soir-là, l'ordinaire allait basculer dans l'extraordinaire en quelques battements de cœur. Emma Moreau, biologiste de 32 ans spécialisée dans la faune sauvage, ne se doutait pas que sa formation professionnelle serait mise à l'épreuve sur son propre terrain. Le chien de la famille, Scout, un robuste croisé berger de 3 ans au pelage noir et blanc, s'était figé près de la clôture, son attention rivée vers la lisière des bois. Ses oreilles dressées et son corps tendu indiquaient qu'il avait détecté quelque chose que les sens humains ne pouvaient percevoir. Emma connaissait suffisamment son fidèle compagnon pour savoir que ce comportement n'annonçait rien de bon. « Scout, viens ici », appela-t-elle depuis la véranda, une pointe d'inquiétude dans la voix. Mais Scout n'obéit pas, inhabituellement désobéissant. Il émit un grognement sourd, ses yeux fixés sur un point précis entre les arbres. Emma plissa les yeux, essayant de percer l'obscurité grandissante. C'est alors qu'elle la vit, une forme fauve se détachant à peine de la végétation, avançant avec la grâce féline caractéristique des prédateurs, un lynx roux, en territoire humain. Emma sentit un frisson parcourir son échine. En tant que biologiste, elle vouait une admiration particulière à ces félins sauvages, mais les voir s'approcher des habitations n'était jamais bon signe. Quelque chose devait avoir poussé l'animal hors de son territoire naturel. « Scout, ici maintenant !» ordonna-t-elle plus fermement, descendant les marches de la véranda pour se rapprocher de son chien. Le lynx s'immobilisa à la lisière du jardin, ses yeux dorés reflétant les derniers rayons du soleil. Emma put alors distinguer sa silhouette plus clairement, et ce qu'elle vit la stupéfia. Le ventre distendu de l'animal ne laissait aucun doute. C'était une femelle, et elle était manifestement en fin de gestation. « Mon Dieu !» murmura Emma, comprenant soudain la gravité de la situation. Une femelle lynx enceinte, probablement affamée et désespérée, représentait un danger imprévisible. L'instinct maternel rendait ces animaux particulièrement agressifs, surtout lorsqu'ils se sentaient menacés. Et Scout, malgré sa nature généralement amicale, constituait une menace potentielle aux yeux du félin sauvage. Comme pour confirmer ses craintes, le lynx s'avança dans le jardin d'un pas lent mais déterminé, ses muscles roulant sous son pelage tacheté. Emma connaissait suffisamment les comportements animaliers pour reconnaître les signes avant-coureurs d'une attaque, la démarche basse, la queue frémissante, les oreilles plaquées en arrière. « Scout à la maison !» cria-t-elle, espérant que son chien obéirait avant que la situation ne dégénère. Mais il était trop tard. Scout, protecteur par nature, s'élança vers le lynx en aboyant furieusement. Le félin sauvage se ramassa sur lui-même, prêt à bondir. Emma réagit instinctivement, courant vers son chien pour s'interposer, sachant pertinemment le danger qu'elle encourait. « Non !» hurla-t-elle, agitant les bras pour tenter de faire reculer les deux animaux. Ce qui se produisit ensuite sembla se dérouler au ralenti. Le lynx fit un bond en direction de Scout, toute griffe dehors. Emma s'interposa, le cœur battant à tout rompre. Puis, en plein élan, quelque chose d'inattendu se produisit. Le lynx parut soudain perdre toute coordination. Sa trajectoire s'affaissa,
et au lieu d'atterrir en position d'attaque, l'animal s'effondra lourdement sur le côté, à quelques mètres d'Emma et de Scout. Le silence tomba brusquement sur le jardin. Scout, décontenancé, cessa d'aboyer et recula instinctivement. Emma, le souffle court, observa le lynx allongé sur l'herbe. La respiration du félin était laborieuse, son flanc se soulevant par saccades irrégulières. Ses yeux, auparavant féroces, semblaient maintenant emplis de douleur et de confusion. « Elle est en train de mettre bas », réalisa Emma avec un choc. « Et quelque chose ne va pas. » Les années d'études et d'expérience professionnelle d'Emma prirent immédiatement le dessus sur sa peur. Cette lynx n'était pas venue pour attaquer, elle était venue chercher un refuge, poussée par un instinct plus fort que sa méfiance naturelle envers les humains. Et maintenant, elle et ses petits étaient en danger. Tom appela Emma vers la maison où son mari devait être en train de préparer le dîner. « Tom, viens vite et apporte ma trousse vétérinaire d'urgence. » Tom Moreau apparut à la porte, essuyant ses mains sur un torchon de cuisine. En voyant sa femme accroupie près d'un animal sauvage, son visage passa de la surprise à l'inquiétude. « Emma, qu'est-ce que... » « C'est une lynx en travail, » coupa Emma, son ton professionnel masquant l'urgence de la situation. « Elle a des complications, je vais avoir besoin de ton aide. » Tom disparut à l'intérieur sans poser de questions. Ayant épousé une biologiste passionnée par les animaux sauvages, il avait appris à faire confiance au jugement d'Emma dans ce genre de situation, aussi inhabituelle soit-elle. Emma s'approcha prudemment du lynx, parlant doucement pour ne pas l'effrayer davantage. L'animal la regardait, mais semblait trop affaibli pour tenter de fuir ou d'attaquer. C'était un signe inquiétant. Les lynx étaient connus pour leur férocité et leur résilience. « Ça va aller », murmura Emma, plus pour se rassurer elle-même que pour l'animal. « On va t'aider. » Tom revint avec la trousse vétérinaire, une couverture et une paire de gants épais. En tant qu'assistant occasionnel de sa femme lors de ses travaux sur le terrain, il savait quoi apporter sans qu'elle ait besoin de le préciser. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il calmement, s'accroupissant à distance respectueuse. « Je dois l'examiner », répondit Emma, enfilant les gants. « Elle peut encore être dangereuse, même dans cet état. Garde Scout à l'écart et sois prêt à m'aider si je te le demande. » Avec des gestes lents et mesurés, Emma s'approcha du lynx. L'animal émit un faible grognement mais ne fit aucun mouvement pour l'attaquer. C'était un signe de l'extrême détresse dans laquelle elle se trouvait. En temps normal, aucun lynx sauvage n'aurait toléré une telle proximité humaine. L'examen préliminaire confirma les craintes d'Emma. La lynx souffrait de dystocie, un travail difficile où les petits ne parvenaient pas à sortir naturellement. Sans intervention, la mère et sa portée étaient de condamner. « Il faut la transporter à l'intérieur », décida Emma. « Je ne peux pas l'aider correctement ici, et la nuit tombe. » Tom hésita. « Tu veux faire entrer un lynx sauvage dans notre maison ? » « Elle est trop faible pour représenter un danger, » expliqua Emma, bien qu'elle ne puisse être totalement certaine de cette affirmation. « Et c'est sa seule chance de survie. La clinique vétérinaire la plus proche est à plus d'1 heure de route. Elle n'y arrivera pas vivante. » Un choix s'imposait, ignorer la souffrance de l'animal ou prendre un risque calculé pour sauver une espèce protégée et ses petits à naître. Pour Emma, ce n'était pas vraiment un choix. Avec d'infinies précautions, Tom et Emma parvinrent à glisser la couverture sous le lynx et à la soulever. L'animal pesait plus lourd que son apparence ne le laissait supposer. Près de 20 kilos de muscles, d'os et de vie obstinée. Ils l'installèrent dans la buanderie, une pièce facilement nettoyable avec une porte qui pouvait être fermée. Scout, relégué dans la chambre principale, manifestait son mécontentement par des gémissements plaintifs. Emma transforma rapidement l'espace en clinique de fortune, étalant des serviettes propres sur le sol, préparant ses instruments et improvisant un éclairage adéquat avec une lampe d'appoint. Ses mains tremblaient légèrement.
Malgré son expérience professionnelle, elle n'avait jamais pratiqué une intervention aussi délicate sur un félin sauvage, et certainement pas dans sa propre maison. « Tu es sûr de pouvoir faire ça ?» demanda Tom, observant les préparatifs avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Emma inspira profondément. « Non, » admit-elle honnêtement, « mais je suis sa meilleure chance. Et j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Tom serra brièvement son épaule. « Je te fais confiance. Dis-moi ce que je dois faire. » Le regard d'Emma se posa sur le lynx. L'animal la fixait avec des yeux qui semblaient contenir toute la sauvagerie et toute la vulnérabilité du monde naturel. Dans ce regard ambré, Emma crut discerner une supplication silencieuse, une connexion fugace entre deux mères potentielles, par-delà le gouffre séparant leurs espèces. « On commence », dit-elle, retrouvant sa concentration professionnelle. « Cette nuit va être longue. » À l'extérieur, la nuit avait complètement enveloppé la propriété des Moreau. Au loin, un autre lynx, probablement le mâle, émit un cri solitaire qui résonna dans l'obscurité comme une question sans réponse. À l'intérieur, sous la lumière crue d'une lampe de bureau, le combat pour la vie ne faisait que commencer. La buanderie des Moreau s'était transformée en clinique vétérinaire improvisée. Emma avait disposé ses instruments sur une serviette propre, gants stériles, antiseptiques, compresses, fils de suture biodégradables et une seringue contenant un léger sédatif adapté aux félins, un reste de son dernier projet de recherche sur le terrain. Elle hésita devant cette dernière option, pesant les risques d'anesthésier un animal sauvage déjà affaibli contre la douleur qu'elle allait devoir lui infliger. « Tu penses qu'elle va te laisser faire ?» demanda Tom, accroupi à distance prudente, prêt à intervenir si nécessaire. « Je n'en sais rien, » admit Emma, son regard rivé sur le lynx. « En temps normal, ce serait impossible, mais elle est épuisée, et je crois qu'elle sent que nous essayons de l'aider. » Le lynx respirait par saccades, ses flancs se soulevant irrégulièrement. Ses yeux mi-clos suivaient pourtant chaque mouvement d'Emma avec une vigilance résiduelle. Le prédateur était toujours là, quelque part, derrière la souffrance. « Je vais d'abord l'examiner sans sédatif », décida Emma. « Si elle réagit trop violemment, on avisera. » Elle s'approcha lentement, parlant d'une voix basse et constante comme elle l'aurait fait avec un animal domestique effrayé. « Je sais que tu as peur. Je sais que tu souffres. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi aider tes petits. » À la surprise d'Emma et de Tom, le lynx ne tenta pas de griffer ou de mordre lorsque les mains gantées touchèrent son ventre distendu. Elle émit un grognement sourd mais resta immobile, comme si elle comprenait l'importance de ce qui se jouait. « Je sens au moins 3 chatons, » murmura Emma après une palpation minutieuse. « Et l'un d'eux est mal positionné. Il bloque le passage des autres. » Elle releva les yeux vers Tom, qui attendait ses instructions. « Je vais devoir pratiquer une manipulation externe pour repositionner le chaton bloqué. C'est risqué, mais moins qu'une césarienne d'urgence dans ces conditions. »« Qu'est-ce que je peux faire ?» demanda Tom, impressionné par le calme professionnel de sa femme face à cette situation extraordinaire. « Tiens-toi prêt à immobiliser sa tête si elle panique, et prie pour que ça marche. » Emma se concentra, faisant appel à toutes ses connaissances en anatomie féline et en obstétrique animale. Ses mains exercèrent une pression ferme mais délicate sur l'abdomen du lynx, cherchant à repositionner le chaton sans causer de détresse supplémentaire. L'animal tressaillit, un grondement sourd montant de sa gorge. « Doucement », murmura Emma, autant pour le lynx que pour elle-même. Encore un peu. Un spasme parcourut le corps du félin, suivi d'une contraction visible. Emma retira ses mains, sentant que le processus naturel reprenait son cours. Ça y est, le premier arrive. Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer indéfiniment. Le premier chaton naquit dans un silence tendu, petit corps humide à peine plus grand qu'une souris. Emma le récupéra rapidement,
le nettoyant avec une serviette tiède pendant que le lynx, trop faible pour s'en occuper elle-même, observait avec un épuisement vigilant. « Il est vivant !» annonça Emma avec un soulagement palpable, sentant le minuscule cœur battre sous ses doigts. Un mâle. Tom, qui n'avait jamais assisté à une naissance animale auparavant, regardait la scène avec un mélange de fascination et d'incrédulité. « C'est incroyable. Le miracle de la vie, » sourit Emma, plaçant délicatement le chaton contre le flanc de sa mère. Et on n'a pas fini. Le deuxième chaton suivit peu après, une femelle, arrivant dans le monde avec plus de facilité que son frère. Mais le troisième, celui qui avait causé le blocage, tardait à venir. « Quelque chose ne va pas, » murmura Emma, son inquiétude grandissant à mesure que les minutes passaient. Les contractions du lynx s'espaçaient, signe que l'animal s'affaiblissait dangereusement. « Elle perd trop d'énergie, » constata Emma. « Je vais devoir intervenir plus directement. » Cette fois, même le lynx épuisé réagit lorsqu'Emma tenta une manipulation plus invasive. Un mouvement brusque de sa patte arrière, griffes déployées, manqua de peu le bras d'Emma. « Wow !» s'exclama Tom, se précipitant pour protéger sa femme. « Non, ça va !» le retint Emma. « C'était un réflexe, mais je crois qu'on n'a plus le choix. Il faut utiliser le sédatif, juste assez pour diminuer sa douleur et sa peur, pas pour l'endormir complètement. » Avec précaution, elle administra une dose minimale, juste suffisante pour détendre les muscles du félin, sans compromettre ses fonctions vitales déjà fragilisées. En quelques minutes, les yeux du lynx s'embrumèrent légèrement, son corps se relâchant sans pour autant perdre conscience. « Maintenant ou jamais », murmura Emma, se remettant au travail avec une concentration absolue. Cette fois, ses manipulations portèrent leurs fruits. Le troisième chaton, plus petit que les autres et dangereusement immobile, finit par naître. Emma le récupéra immédiatement, son visage se crispant d'inquiétude. « Il ne respire pas, » dit-elle, frottant vigoureusement le minuscule corps avec une serviette. « Allez, petit, allez !» Tom retenait son souffle, témoin impuissant de cette lutte pour la vie à peine commencée. Emma, refusant d'abandonner, improvisa une minuscule réanimation, stimulant délicatement la poitrine du chaton avec le bout de son doigt. Et puis, miracle, un spasme, un minuscule souffle, et le chaton émit un son presque imperceptible, quelque part entre un couinement et un soupir. « Il est vivant !» s'exclama Emma, les larmes aux yeux. « Tom, il est vivant. » 3 chatons, tous vivants contre toute attente. Emma les installa près des mamelles de leur mère, espérant que malgré sa faiblesse, l'instinct maternel du lynx la pousserait à s'en occuper. À son grand soulagement, le félin commença à lécher maladroitement ses petits, un comportement maternel essentiel pour stimuler leur circulation et leur digestion. « On a réussi la première étape », dit Emma, s'autorisant enfin à relâcher un peu de tension. « Mais ce n'est pas fini. La mère est très affaiblie et les petits sont prématurés. Les prochaines heures seront cruciales. » Tom posa une main sur l'épaule de sa femme, un geste simple de soutien et d'admiration. « Tu as été incroyable. » Emma secoua la tête, contemplant cette famille improbable assemblée sur le sol de leur buanderie. C'est elle qui est incroyable, la force qu'il lui a fallu pour venir jusqu'ici, pour survivre assez longtemps. Le lynx les observait toujours, mais son regard avait changé. La méfiance féroce avait cédé la place à quelque chose de plus complexe, une sorte d'acceptation épuisée, peut-être même une forme primitive de confiance. Ou peut-être n'était-ce que le sédatif. Emma préférait croire à la première option. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Tom, revenant à des considérations pratiques. « On ne peut pas garder un lynx sauvage et 3 chatons dans notre buanderie indéfiniment. » « Non, » admit Emma. « Dès demain, j'appellerai le centre de conservation. Ils ont les installations nécessaires pour les accueillir jusqu'à ce qu'ils puissent être relâchés. Mais pour cette nuit,
Elle hésita. Pour cette nuit, ils restent ici. Je veux surveiller leur état. Tom acquiesça, sachant qu'il serait inutile de discuter. Quand Emma prenait ce ton, la décision était déjà prise. Je vais préparer un peu de nourriture pour la mère. Elle aura besoin de reprendre des forces. Pendant que Tom s'affairait dans la cuisine, Emma resta auprès du lynx et de ses petits, observant avec émerveillement les chatons nouveau-nés qui commençaient à téter maladroitement. C'était un privilège rare, même pour une biologiste spécialisée, d'assister à un tel spectacle. « Tu as fait du bon travail, maman », murmura-t-elle au lynx, qui la regardait avec des yeux mi-clos. « Repose-toi maintenant. » Dans le silence confortable qui s'installa, Emma prit pleinement conscience de l'étrangeté de la situation. Quelques heures plus tôt, ce prédateur sauvage avait failli attaquer son chien. Maintenant, il gisait sur le sol de sa buanderie, ayant mis au monde 3 chatons sous ses soins. La vie avait de ces tournants imprévisibles. Scout gratta à la porte de la chambre où il était enfermé, émettant un gémissement interrogatif. Emma sourit. Une autre conversation difficile l'attendait. Comment expliquer à un chien que son territoire était temporairement partagé avec son ennemi naturel? Tom revint avec une assiette contenant des morceaux de poulet cru. « C'est tout ce que j'ai trouvé qui pourrait convenir », dit-il en haussant les épaules. « C'est parfait », le rassura Emma. « On va voir si elle accepte de manger. » Avec précaution, ils placèrent l'assiette à portée du lynx. L'animal renifla la nourriture avec méfiance, puis, poussé par la faim, commença à manger lentement. Chaque bouchée semblait lui coûter un effort considérable, mais l'instinct de survie, et peut-être celui de nourrir ses petits, était plus fort que l'épuisement. « Je crois qu'on peut lui laisser un peu d'intimité maintenant », suggéra Emma, se relevant avec raideur, soudain consciente de ses muscles endoloris par la tension. « Laissons la porte entr'ouverte pour pouvoir surveiller, mais donnons-lui de l'espace. » Dans la cuisine, Tom servit 2 verres de vin rouge, un rituel qu'il partageait habituellement en fin de journée, mais qui semblait particulièrement nécessaire ce soir-là. « À la famille la plus étrange du Montana », dit-il en levant son verre. Emma sourit, trinquant avec lui. « À la vie qui trouve toujours son chemin. » Dehors, la nuit était parfaitement calme. Les étoiles brillaient avec une clarté saisissante, indifférentes aux petits drames qui venaient de se jouer sous leur regard éternel. Dans la buanderie, 4 cœurs battaient à des rythmes différents mais synchronisés. Une mère et ses 3 enfants, réunis contre toute attente. Et Emma, sirotant son vin, se demanda comment cette nuit extraordinaire changerait leur vie à tous. La nuit s'étirait lentement, ponctuée par les visites régulières d'Emma dans la buanderie. Toutes les 2 heures, elle se glissait silencieusement dans la pièce, lampe de poche à la main, pour vérifier l'état de la lynx et de ses petits. À chaque fois, elle trouvait la mère éveillée, ses yeux luisants dans l'obscurité comme 2 pièces d'ambre, suivant le moindre de ses mouvements avec une vigilance inébranlable. « Elle ne dort pas », murmura Emma à Tom lors de son retour, vers 3 heures du matin. « Elle doit être épuisée, mais elle refuse de baisser sa garde. » Tom, à moitié endormi sur le canapé où il avait insisté pour passer la nuit, au cas où, se redressa en bâillant. « C'est normal, non? Elle est dans un environnement étranger, entourée d'odeurs inconnues, et puis, elle a ses 3 petites vies à protéger. » Emma acquiesça, se laissant tomber à côté de lui. « Je sais, mais je m'inquiète pour sa récupération. Si elle ne se repose pas, tu ne peux pas forcer un animal sauvage à se détendre, Emma, » dit doucement Tom, passant un bras autour de ses épaules. « Tu as fait tout ce que tu pouvais. Le reste est entre ses pattes, si j'ose dire. » Malgré son épuisement, Emma sourit à la plaisanterie. « Les chatons ont l'air de bien s'en sortir au moins. Ils têtent activement, ce qui est un excellent signe. Même le plus petit, celui qui a eu du mal à démarrer. Alors c'est une victoire, »
affirma Tom. Quoi qu'il arrive maintenant, tu leur as donné une chance qu'ils n'auraient pas eue sans toi. Emma posa sa tête sur l'épaule de son mari, laissant le sommeil la gagner malgré ses préoccupations. Elle se réveilla en sursaut, ce qui lui sembla être quelques minutes plus tard, mais la lumière grise de l'aube filtrait déjà par les fenêtres. « Quelle heure est-il » demanda-t-elle, s'étirant douloureusement. « Presque 6 heures », répondit Tom, qui lisait tranquillement sur sa tablette. « Tu as dormi presque 2 heures d'affilée, un record pour cette nuit. » Emma se leva d'un bond. « Les lynx, je devais vérifier. »« Je l'ai fait », la rassura Tom. « 2 fois. Tout va bien. La mère a même mangé un peu plus de poulet que j'ai laissé pour elle. » Soulagée, mais néanmoins désireuse de voir par elle-même, Emma se dirigea vers la buanderie. La scène qui l'y attendait la figea sur le seuil. La lynx était allongée sur le côté, ses 3 chatons blottis contre son ventre, tétant vigoureusement. Mais ce qui surprit Emma, c'était la posture de l'animal, détendue, presque sereine, bien loin de la vigilance tendue qu'elle avait maintenue toute la nuit. Lorsque la lynx tourna la tête vers elle, son regard semblait différent, toujours attentif, mais dépourvu de la méfiance paniquée des heures précédentes. « Bonjour, maman », murmura Emma, s'accroupissant lentement à distance respectueuse. « Tu as décidé de nous faire confiance, finalement ?» Comme en réponse, la lynx cligna lentement des yeux, un geste que les félins utilisaient souvent pour communiquer l'absence d'hostilité. Emma se sentit étrangement émue par ce simple mouvement. Un petit pont jeté entre 2 mondes normalement séparés par des barrières infranchissables. Le moment fut interrompu par Scoot, qui avait profité de la porte de la chambre laissée entr'ouverte pour s'échapper. Il apparut dans le couloir, s'arrêtant net en sentant l'odeur du félin sauvage. Emma se tendit, prête à intercepter son chien avant qu'il ne provoque une catastrophe. Mais Scoot, contrairement à toutes ses attentes, n'aboya pas. Il ne montra aucun signe d'agression. Au lieu de cela, il s'assit dans le couloir, la tête légèrement penchée sur le côté, observant la scène avec une curiosité presque scientifique. La lynx, cependant, réagit. Son corps se raidit instantanément, ses oreilles se plaquèrent en arrière et un grondement sourd monta de sa gorge, un avertissement sans équivoque. « Scoot, reste !» commanda fermement Emma, se plaçant entre le chien et l'entrée de la buanderie. À sa grande surprise, Scoot obéit immédiatement, restant immobile tout en gardant son regard fixé sur la porte entr'ouverte. « Bon garçon », le félicita Emma, soulagée par sa réaction inattendue. « Tom, tu peux venir chercher Scoot ? Je pense qu'il vaut mieux les garder séparés pour l'instant. » Tom apparut dans le couloir, attirant Scoot dans la cuisine avec la promesse d'un petit déjeuner spécial. Emma retourna son attention vers la lynx, qui s'était légèrement détendue, mais gardait les yeux rivés sur la porte. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle doucement, « il ne vous fera pas de mal. C'est un gentil géant, même s'il peut paraître intimidant. » La lynx ne semblait pas convaincue, mais au moins, elle ne montrait plus de signes d'agression imminente. Les chatons, momentanément dérangés par l'attention de leur mère, avaient repris leur tétée, indifférents au drame qui se jouait autour d'eux. Emma profita de ce moment de calme relatif pour examiner plus attentivement les nouveau-nés. À la lumière du jour, elle pouvait mieux apprécier leur apparence, de minuscules créatures au pelage duveteux d'un brun roux uniforme, encore aveugles et totalement dépendantes. Les 2 plus grands, le mâle et la femelle qui étaient nés en premier, semblaient robustes, tétant avec vigueur. Le 3e, celui qui avait nécessité une réanimation, était visiblement plus petit et moins actif. « Celui-ci m'inquiète », murmura Emma pour elle-même, notant la respiration légèrement laborieuse du plus petit chaton. Il s'accrochait à la vie, certainement, mais avec moins de force que ses frères et sœurs. La lynx suivit son regard et, dans un geste qui surprit Emma, se mit à lécher spécifiquement le plus petit de ses petits, comme si elle comprenait également sa fragilité.
Le téléphone d'Emma vibra dans sa poche. Un rappel qu'elle avait programmé la veille pour appeler le centre de conservation dès l'ouverture de leur bureau. L'heure était venue de prendre des décisions. Dans la cuisine, elle retrouva Tom qui préparait du café, tandis que Scoot dévorait son petit déjeuner avec enthousiasme. « Tu as l'air préoccupé », remarqua Tom, lui tendant une tasse fumante. Emma prit une longue gorgée avant de répondre. « Le plus petit des chatons n'est pas aussi vigoureux que les autres. Je ne suis pas sûr qu'il survivrait à un transport jusqu'au centre de conservation, même dans les meilleures conditions. » Et la mère? Elle se porte mieux ce matin, mais elle est loin d'être rétablie. Le stress d'un déplacement pourrait la faire rechuter. Tom s'appuya contre le comptoir de la cuisine, croisant les bras. « Alors qu'est-ce que tu proposes ?» Emma hésita, sachant que ce qu'elle s'apprêtait à suggérer dépassait largement le cadre habituel des protocoles de conservation. « Je pense qu'il devrait rester ici quelques jours, au moins jusqu'à ce que le petit chaton soit plus fort et que la mère ait récupéré suffisamment. Ici, avec nous ?» Tom haussa les sourcils, mais son ton était plus curieux que réticent. « On a l'espace, j'ai les connaissances nécessaires, et ça leur éviterait le stress d'un transport immédiat, » argumenta Emma. « Je pourrais appeler le centre pour obtenir des conseils spécifiques, mais garder la famille ici, sous observation, pendant les premiers jours critiques. » Tom considéra la proposition, son regard se posant sur Scoot qui avait terminé son repas et les observait comme s'il suivait leur conversation. « Et lui, comment va-t-il réagir à un séjour prolongé de nos invités à fourrure ?» Emma s'approcha de Scoot, s'accroupissant pour caresser sa tête. « Il m'a surprise ce matin. Je m'attendais à une réaction bien plus explosive, mais il a été étonnamment calme, presque compréhensif. « Les animaux nous surprennent toujours, » remarqua Tom avec un sourire. « Parfois, ils sont plus sages que nous. » Emma acquiesça, reconnaissante de la compréhension de son mari. « Alors, tu es d'accord? Pour quelques jours seulement, jusqu'à ce qu'ils soient tous stables. Tu sais bien que je ne peux pas te refuser grand-chose, surtout quand il s'agit de créatures en détresse, » répondit Tom, l'attirant pour un bref baiser. « Mais j'ai une condition. » « Laquelle? On leur donne des noms. Si ces lynx vont faire partie de notre ménage, même temporairement, ils méritent d'être plus que la mère et les chatons. » Emma rit, soulagée par sa réaction. « D'accord, des suggestions ?» Tom réfléchit un instant. « Pour la mère, Artémis, la déesse de la chasse et protectrice des jeunes animaux. »« Artémis » répéta Emma, savourant le nom. « Ça lui va bien. Et les petits ?»« C'est à toi de choisir, » déclara Tom en se servant une deuxième tasse de café. « Tu es leur sage-femme après tout. » Emma sourit, pensant aux 3 minuscules créatures qui luttaient pour la vie dans leur buanderie. Le plus grand, le mâle, Orion, la femelle, Phoebe, et le plus petit, elle hésita, cherchant un nom qui capture à la fois la fragilité et la ténacité du 3e chaton. Phénix, décida-t-elle finalement, parce qu'il est revenu des limbes. Artémis, Orion, Phoebe et Phénix, récita Tom. Notre famille temporaire. J'aime bien. Emma saisit son téléphone, prête à appeler le centre de conservation pour leur exposer la situation. Mais avant de composer le numéro, elle jeta un dernier regard vers la buanderie, où une mère sauvage veillait sur ses petits dans un environnement qui, contre toute attente, était devenu un refuge plutôt qu'une menace. « Quelques jours, » murmura-t-elle, autant pour se convaincre elle-même que pour rassurer Tom. « Juste le temps qu'il faut. » Ni l'un ni l'autre ne se doutait alors que ces quelques jours allaient se transformer en une aventure bien plus longue et bien plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. La conversation avec le centre de conservation s'était déroulée mieux qu'Emma ne l'avait espéré. Son ancien mentor, le docteur Martin Lambert, directeur des opérations de sauvetage,
avait écouté attentivement son récit de la nuit précédente. « Tu dis que le plus petit est encore fragile », avait-il demandé, son ton professionnel masquant à peine son intérêt pour cette situation inhabituelle. « Oui, sa respiration reste laborieuse, et il tète moins vigoureusement que les autres », avait confirmé Emma. « Je doute qu'il survive à un transport maintenant. » Un silence avait suivi, pendant lequel Emma pouvait presque entendre les rouages de la réflexion de son mentor. « Techniquement, je devrais t'envoyer une équipe immédiatement », avait finalement déclaré le docteur Lambert. « Mais je te connais, Emma. Tu es probablement la personne la plus qualifiée du comté pour cette situation spécifique. » Emma avait retenu son souffle, attendant le verdict. « 3 jours, avait-il concédé. Je te donne 3 jours de garde officielle temporaire. Envoie-moi des photos et des rapports quotidiens. Si l'état du petit s'améliore suffisamment, on organisera un transport vers nos installations. Sinon, il n'avait pas eu besoin de finir sa phrase. Emma savait ce que signifiait ce « sinon ». La nature pouvait être cruelle, et tous les chatons ne survivaient pas même dans les meilleures conditions. « Merci, Martin », avait-elle dit, soulagée, « je ne te décevrai pas. »« Je sais », avait-il répondu. « Oh, et Emma, prends des notes détaillées. Cette situation pourrait fournir des données précieuses sur le comportement maternel des lynx roux en situation de stress. » Toujours le scientifique, avait pensé Emma en raccrochant. Mais il avait raison. Au-delà de l'urgence immédiate, cette situation offrait une opportunité d'observation exceptionnelle. Le reste de la journée s'était organisé autour de leurs invités à fourrure. Tom avait transformé la buanderie en nurserie improvisée, installant une barrière basse qui permettait à Artémis de voir au-delà, sans pouvoir sortir, tout en laissant Emma accéder facilement pour les soins et l'observation. « Tu crois vraiment qu'une simple barrière va retenir un prédateur adulte ?» avait demandé Tom, sceptique devant sa propre création. « Elle pourrait la franchir en un bond si elle le voulait », avait admis Emma. « Mais je pense qu'elle comprend que nous ne sommes pas une menace. Et puis, elle est encore faible et ses instincts maternels la poussent à rester près de ses petits. » Leur plus grande inquiétude restait Scout. Après sa réaction étonnamment mesurée du matin, ils avaient décidé de tester progressivement sa réaction face au lynx. Emma l'avait d'abord gardé en laisse, l'autorisant à s'approcher de la barrière sous surveillance stricte. À la surprise générale, Scout s'était comporté avec une retenue presque surnaturelle. Au lieu de l'excitation frénétique qu'il manifestait habituellement face aux animaux sauvages lors de leur promenade, il avait adopté une attitude calme et observatrice. Assis à distance respectueuse, il regardait Artémis et ses petits avec ce qui ressemblait presque à de la curiosité bienveillante. « Je n'ai jamais vu ça », avait murmuré Emma, stupéfaite par ce comportement inattendu. « Peut-être qu'il sent qu'elle est blessée », avait suggéré Tom. « Les chiens peuvent être étonnamment empathiques. » Quoi qu'il en soit, cette réaction inattendue avait considérablement simplifié leur cohabitation temporaire. Scout restait à l'écart volontairement, se contentant de visites occasionnelles à la barrière, toujours sous la supervision d'Emma ou de Tom. Artémis, de son côté, semblait avoir établi une trêve fragile avec le chien. Si elle restait vigilante lors de ses apparitions, le grondement initial s'était transformé en un simple regard attentif, ses oreilles pivotant pour suivre les mouvements de Scout sans manifester d'agression ouverte. Le deuxième jour, Emma avait commencé à documenter systématiquement ses observations. Assise sur un tabouret à distance respectueuse, elle prenait des notes détaillées sur les comportements d'Artémis et des chatons, photographiant discrètement les moments significatifs pour le rapport promis au docteur Lambert. Orion et Phoebe continuent de se développer normalement, dictait-elle doucement dans son enregistreur. Ils tètent régulièrement et Artémis les nettoie fréquemment. Phénix montre des signes d'amélioration, bien que sa taille reste préoccupante. Artémis semble lui accorder une attention particulière, le repositionnant souvent pour lui faciliter l'accès à une tétine. Tom l'avait rejoint,
apportant une tasse de thé et un sandwich. « Tu manges à peine depuis hier », avait-il fait remarquer. « Tu ne seras utile à personne si tu t'effondres d'épuisement. » Emma avait accepté la nourriture avec gratitude, réalisant soudain à quel point elle était affamée. « Je crois que je commence à comprendre l'obsession maternelle d'Artémis », avait-elle plaisanté entre deux bouchées. Tom s'était assis à côté d'elle, observant la petite famille féline. C'est fascinant, n'est-ce pas, de voir comment les instincts fonctionnent. Elle est complètement dévouée à ses petits, même dans un environnement totalement étranger. La maternité transcende les espèces, avait acquiescé Emma. Regarde comment elle s'occupe spécifiquement de Phénix. Elle sait qu'il est plus vulnérable. Un silence confortable s'était installé entre eux, rompu uniquement par les minuscules couinements des chatons et le ronronnement occasionnel d'Artémis. « Tu y as déjà pensé ?» avait demandé soudainement Tom, sa voix inhabituellement hésitante. « À avoir nos propres petits ?» La question avait pris Emma au dépourvu. Bien sûr qu'ils en avaient déjà discuté théoriquement, comme un projet pour un jour, mais jamais de façon aussi directe, aussi immédiate. « Oui, bien sûr », avait-elle répondu, cherchant ses mots, « mais avec mon travail, les déplacements, les projets de recherche… »« Je sais », l'avait coupé doucement Tom. « Ce n'était pas une pression, juste voir Artémis avec ses petits. Ça fait réfléchir. » Emma avait posé sa main sur celle de Tom, comprenant soudain la source de sa question. On dirait que nos invités nous font plus réfléchir que prévu. Le moment avait été interrompu par un changement subtil dans le comportement d'Artémis. La lynx s'était redressée, ses oreilles pivotant comme des radars, son attention soudain dirigée vers la fenêtre de la buanderie. Quelque chose l'a alertée, avait murmuré Emma, immédiatement en alerte elle aussi. Il n'avait pas eu à attendre longtemps pour découvrir la source de cette inquiétude. Un cri félin, grave et rauque, avait retenti depuis les bois bordant leur propriété. Un cri qui n'appartenait qu'à une seule espèce. Le mâle, avait soufflé Emma, c'est probablement le père. Tom s'était tendu. Tu crois qu'il va essayer de s'approcher ? Possible. Les mâles lynx ne participent généralement pas à l'élevage des petits, mais celui-ci a peut-être suivi la trace d'Artémis jusqu'ici. Le cri avait retenti à nouveau, plus proche cette fois. Artémis avait répondu par un son étrange, à mi-chemin entre un ronronnement et un miaulement grave, un appel qui semblait transmettre à la fois une reconnaissance et un avertissement. Elle lui dit qu'elle est là, mais qu'il doit garder ses distances, avait interprété Emma, fascinée malgré l'inquiétude grandissante. C'est extraordinaire. Scoot avait réagi lui aussi, non pas avec des aboiements frénétiques, comme on aurait pu s'y attendre, mais en se postant silencieusement près de la porte d'entrée, corps tendu et oreilles dressées. « Qu'est-ce qu'on fait ?» avait demandé Tom, visiblement nerveux à l'idée d'avoir affaire à un deuxième lynx, potentiellement moins accommodant qu'Artémis. Emma avait réfléchi rapidement. « On reste calme. On ferme les fenêtres et les portes, mais on laisse les rideaux de la buanderie ouverts. Si le mâle peut voir Artémis et les petits de loin, il sera peut-être rassuré. Et s'il essaie d'entrer? Les lynx sont généralement craintifs envers les humains. Il ne s'approchera probablement pas de la maison. » Emma avait hésité. « Mais par précaution, je vais appeler Martin pour qu'il nous conseille. » La conversation avec le docteur Lambert avait été brève mais instructive. « C'est un développement intéressant », avait-il commenté. Le mâle a dû suivre sa trace sur plusieurs kilomètres, ce qui montre un attachement inhabituel. Mais ne t'inquiète pas trop. Il ne tentera probablement pas d'approcher une structure humaine. Garde Artémis et les petits à l'intérieur et observe. Si le mâle devient trop insistant, on pourrait envisager de le capturer temporairement aussi. La journée s'était écoulée avec une tension palpable. Le lynx mâle ne s'était pas montré, mais ses cris périodiques rappelaient sa présence vigilante dans les bois.
Artémis semblait à la fois agitée et soulagée par cette présence invisible, comme si elle appréciait de savoir son partenaire à proximité, tout en préférant la sécurité relative qu'offrait la maison des Moreau. À la tombée de la nuit, Emma avait installé une caméra extérieure orientée vers la lisière des bois, espérant capturer des images du mystérieux visiteur. « Tu crois qu'il va rester dans les parages ?» avait demandé Tom en préparant le dîner. « Probablement, tant qu'Artémis et les petits sont ici, » avait répondu Emma. « Les lynx ne forment pas de couple permanent, mais ils maintiennent parfois un lien pendant la saison de reproduction et au-delà. » Tom avait secoué la tête incrédule. « Notre petite maison est en train de devenir un véritable feuilleton animalier. » Emma avait ri, mais son esprit scientifique était en ébullition. La présence du mâle ajoutait une dimension fascinante à leur situation déjà extraordinaire. Observer les interactions, même à distance, entre les deux parents lynx pourrait fournir des données précieuses sur une facette peu documentée de leur comportement. Cette nuit-là, alors qu'ils se préparaient à dormir, le cri du lynx mâle avait retenti une dernière fois, plus proche que jamais, peut-être à la limite même de leur jardin. Scout, couché au pied de leur lit, avait simplement levé la tête, puis l'avait reposée avec un soupir résigné, comme s'il acceptait cette nouvelle normalité bizarre. « Bienvenue dans notre ménagerie improvisée », avait murmuré Tom en éteignant la lumière. Emma s'était blottie contre lui, l'esprit plein de questions sans réponse. Comment cette situation allait-elle évoluer? Quel secret sur le comportement des lynx allait-il découvrir? Et surtout, comment se terminerait cette cohabitation improbable entre deux mondes qui, normalement, ne se rencontraient que dans la méfiance et la crainte? Le sommeil l'avait emportée avant qu'elle ne trouve des réponses, bercée par le silence retrouvé de la nuit et la conscience étrange qu'à quelques mètres de là, deux espèces normalement séparées par des millénaires d'évolution divergentes partageaient temporairement le même refuge. L'aube du troisième jour apporta une surprise. Emma, qui s'était levée aux premières lueurs pour vérifier l'état d'Artémis et des chatons, découvrit que la caméra extérieure avait capturé des images du lynx mâle. Contrairement à ses attentes, il ne s'était pas contenté de rôder à la lisière des bois. Les photos montraient clairement l'animal s'avançant avec précaution jusqu'à la fenêtre de la buanderie, se dressant sur ses pattes arrière pour regarder à l'intérieur. « Tom, viens voir ça », appela-t-elle doucement, ne voulant pas réveiller Scout qui dormait encore au pied du lit. Tom s'approcha, encore ensommeillé, et examina les images sur l'écran de l'ordinateur portable. « C'est incroyable », murmura-t-il. « Il est venu jusqu'à la maison. » Le lynx mâle était magnifique, plus grand qu'Artémis, avec un pelage plus foncé et des touffes d'oreilles particulièrement prononcées. Son expression, capturée par la caméra infrarouge, semblait presque soucieuse. « Il cherchait sa famille », dit Emma, touchée malgré son professionnalisme. « Je me demande combien de temps il l'a cherché avant de retrouver sa trace jusqu'ici. »« Tu crois qu'il va revenir ?» demanda Tom. « J'en suis certaine. Et je voudrais être prête cette fois. » Emma passa l'heure suivante à préparer ce qu'elle appelait un poste d'observation minimalement invasif. Une chaise confortable placée près de la fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, équipée d'un appareil photo à téléobjectif, de jumelles et de son carnet de notes. Si le lynx mâle revenait, elle voulait documenter son comportement sans le perturber. Pendant ce temps, Tom s'occupait d'Artémis et des chatons. En seulement 2 jours, il avait développé une routine efficace. Nettoyage de l'espace, préparation de la nourriture, des morceaux de poulet cru pour Artémis, avec un supplément de calcium que le docteur Lambert avait recommandé pour soutenir sa lactation, et vérification discrète de l'état des petits. « Phoenix a l'air plus vigoureux ce matin », annonça-t-il en rejoignant Emma dans la cuisine. « Il a tété pendant presque 10 minutes d'affilée, et j'ai l'impression qu'il a pris un peu de poids. » Emma sentit une vague de soulagement la traverser.
Le plus petit des chatons avait été sa principale préoccupation depuis leur naissance. C'est une excellente nouvelle. Si son état continue de s'améliorer, nous pourrons peut-être envisager le transport vers le centre dès demain, comme prévu. Une ombre passa brièvement sur le visage de Tom, si fugace qu'Emma crut l'avoir imaginé. « Bien sûr », dit-il avec un enthousiasme qui sonnait légèrement forcé. C'est ce qui était prévu. Emma allait l'interroger sur cette réaction quand Scoot, qui venait de se réveiller, manifesta son désir de sortir pour sa promenade matinale. Tom saisit l'occasion de changer de sujet. « Je m'en occupe. Tu devrais appeler le docteur Lambert pour lui donner les bonnes nouvelles. » La conversation avec son mentor fut brève mais encourageante. Le docteur Lambert se réjouit des progrès de Phoenix et confirma qu'une équipe pourrait venir le lendemain pour transporter la famille de lynx vers les installations du centre. « Tu as fait du bon travail, Emma », la félicita-t-il. Ces données préliminaires sur le comportement maternel en situation de stress sont déjà précieuses. Et si le mâle revient, ce serait extraordinaire de documenter leurs interactions. Emma raccrochait à peine quand Tom revint précipitamment avec Scoot, le visage animé par l'excitation. « Il est là », chuchota-t-il. « Le mâle, à la lisière du jardin. Il nous observait pendant notre promenade. » Emma se précipita vers son poste d'observation, appareil photo en main. Effectivement, partiellement dissimulé dans les hautes herbes, se tenait le lynx mâle. À la lumière du jour, il était encore plus impressionnant que sur les images nocturnes, un superbe spécimen dans la force de l'âge, son pelage tacheté luisant sous le soleil matinal. « Il est magnifique !» souffla Emma, ajustant son téléobjectif pour capturer quelques images. Le comportement du lynx était fascinant. Contrairement à la méfiance typique de son espèce, il ne fuyait pas, même en sachant qu'il était observé. Il se tenait là, immobile mais vigilant, ses yeux fixés sur la maison comme s'il évaluait les risques d'une approche plus directe. Scoot, étonnamment, ne manifestait aucune agitation. Assis près d'Emma, il observait le visiteur avec la même curiosité tranquille qu'il avait montrée envers Artémis. « Je n'arrive pas à croire son comportement », murmura Tom, qui les avait rejoints. « On dirait presque qu'il comprend la situation. » « Les chiens sont plus intuitifs qu'on ne le pense, répondit Emma sans quitter le lynx des yeux. Et Scoot a toujours été particulièrement empathique. Pendant près d'une heure, ils observèrent le manège du lynx mâle. Il s'approchait progressivement, par étapes prudentes, s'arrêtant longuement entre chaque avancée pour évaluer sa sécurité. Son objectif semblait clair, la fenêtre de la buanderie, derrière laquelle se trouvaient Artémis et les chatons. « Tu penses qu'on devrait lui permettre de les voir ?» demanda Tom lorsque le lynx se trouva à mi-chemin du jardin. Emma hésita. D'un point de vue scientifique, observer les interactions entre les parents lynx, même à travers une vitre, représentait une opportunité extraordinaire. D'un point de vue pratique, cependant, « Je ne suis pas sûr de la réaction d'Artémis, » dit-elle finalement. Elle pourrait s'agiter, ce qui perturberait les chatons. Comme pour lui donner tort, un bruit attira leur attention depuis la buanderie. Artémis avait remarqué la présence du mâle et, au lieu de montrer des signes de stress, elle s'était approchée de la fenêtre, émettant ce même miaulement grave qu'Emma avait identifié comme un appel de reconnaissance. Le lynx mâle s'immobilisa, oreilles dressées, puis répondit par un son similaire. Un dialogue s'établissait sous leurs yeux émerveillés. « C'est incroyable !» chuchota Emma, enregistrant frénétiquement ses observations. « Ils communiquent, se reconnaissent. La théorie veut que les lynx roux soient principalement solitaires, avec des interactions minimales en dehors de la période d'accouplement, mais là, on dirait un père inquiet qui cherche sa famille, » compléta Tom, une note d'émotion dans la voix. Les deux lynx continuèrent leur étrange conversation à distance,
tandis qu'Emma documentait chaque son, chaque posture, chaque subtilité de cet échange sans précédent. Finalement, le mâle s'approcha jusqu'à quelques mètres de la fenêtre, s'assit et regarda fixement à l'intérieur, visiblement conscient de la présence des humains mais choisissant d'ignorer ce danger potentiel. « Je crois qu'on devrait leur donner un peu d'intimité », suggéra Tom, touchant doucement l'épaule d'Emma. « On peut continuer à observer depuis la cuisine, mais plus discrètement. » Emma acquiesça à contre-cœur, reconnaissant la sagesse de cette suggestion. Ils se retirèrent avec Scout, laissant les deux lynx se contempler à travers la vitre, séparés par le verre mais réunis par quelque chose de plus profond que les barrières physiques. Dans la cuisine, Tom prépara du café pendant qu'Emma transmettait quelques photos au docteur Lambert, accompagné d'un message enthousiaste sur ce développement inattendu. « Tu réalises que c'est notre dernier jour avec eux ?» dit soudain Tom, brisant le silence confortable qui s'était installé. Emma leva les yeux de son téléphone, surprise par la note de tristesse dans la voix de son mari. « Oui, c'est ce qui était convenu. 3 jours, le temps que Phoenix reprenne des forces. » Tom hocha la tête, fixant sa tasse de café. « Je sais que c'est ridicule, mais je me suis attaché à eux, surtout à Phoenix. Il est si petit, si déterminé. » Emma comprit soudain la réticence qu'elle avait perçue plus tôt. « Tom Moreau, ne me dis pas que tu envisages de garder un lynx sauvage comme animal de compagnie. » Il rit, mais sans réelle conviction. « Bien sûr que non. Je sais qu'ils appartiennent à la nature. C'est juste que... » Il hésita. « Cette expérience a été spéciale. Observer cette famille, les aider, ça m'a fait réfléchir. »« À quoi ?» demanda doucement Emma, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « À nous, à notre propre famille. » Tom leva enfin les yeux vers elle. « Je sais qu'on a toujours dit à plus tard pour les enfants, quand ta carrière serait plus stable, quand mes projets architecturaux seraient établis, mais voir Artemis, voir ces chatons lutter pour survivre, ça m'a fait réaliser que plus tard n'est jamais garanti. » Emma sentit une émotion inattendue lui serrer la gorge. Cette même pensée l'avait effleurée ces derniers jours, mais elle l'avait repoussée, concentrée sur les besoins immédiats de leurs invités à fourrure. « Je ne dis pas qu'on devrait décider maintenant, » continua Tom, voyant son émotion. « Juste que peut-être qu'on pourrait commencer à en parler plus sérieusement, à considérer que plus tard pourrait être bientôt. » Emma se leva et vint l'enlacer, posant sa tête contre son épaule. « D'accord, » murmura-t-elle. « Parlons-en, sérieusement, après le départ d'Artemis et des petits. » Leur moment d'intimité fut interrompu par un bruit à la porte. Scout, qui s'était allongé tranquillement près de la table, se leva brusquement, non pas avec agressivité, mais avec une excitation contenue. Emma et Tom se tournèrent vers la source du bruit et restèrent figés de stupéfaction. Le lynx mâle se tenait à l'entrée de la cuisine, ayant apparemment trouvé un moyen de contourner la maison pour entrer par la porte de service que Tom avait laissée entr'ouverte après sa promenade matinale avec Scout. Le temps sembla se suspendre. Humains et prédateurs sauvages se regardaient, séparés par quelques mètres d'espace domestique qui n'avaient jamais été conçus pour accueillir une telle rencontre. « Ne bouge pas », chuchota Emma, son cœur battant à tout rompre. « Ne fais aucun mouvement brusque. » Le lynx, cependant, ne montrait aucun signe d'agression. Son regard intelligent passa d'Emma à Tom, puis à Scout, avant de se diriger vers le couloir menant à la buanderie. Son intention était claire. « Il veut voir sa famille », murmura Tom incrédule. « C'est impossible », répondit Emma sur le même ton. « C'est trop dangereux. Pour nous, pour Artemis, pour les chatons. » Mais même en prononçant ces mots, Emma n'était plus tout à fait convaincue de leur vérité. Tout dans cette situation défait déjà les conventions, repoussait les limites de ce qu'elle croyait savoir sur le comportement des lynx roux. Pourquoi pas ceci aussi? Le lynx fit un pas de plus dans la cuisine, et leur décision devint soudain urgente.
La tension dans la cuisine était palpable. Emma et Tom, figés sur place, retenaient leur souffle tandis que le lynx mâle se tenait immobile à quelques mètres d'eux. Son regard ambré, à la fois sauvage et étrangement conscient, les évaluait avec une intelligence inquiétante. Scout, toujours assis près de la table, émit un léger gémissement, non pas de peur, mais comme s'il posait une question. « Qu'est-ce qu'on fait » chuchota Tom, sa main cherchant instinctivement celle d'Emma. La biologiste en Emma savait exactement ce qu'il fallait faire en théorie. Reculer lentement, créer une barrière entre eux et l'animal sauvage, appeler les services de la faune. Mais la femme qui avait passé les 3 derniers jours à observer la détermination d'Artémis et le courage des chatons, hésitait. « Il n'a pas l'air agressif », murmura-t-elle, étudiant la posture du lynx. « Il est tendu, vigilant, mais pas en position d'attaque. » Comme pour confirmer son analyse, le lynx émit un son grave, le même appel qu'il avait échangé avec Artémis à travers la fenêtre. Presque immédiatement, un miaulement similaire lui répondit depuis la buanderie. « Emma, » dit Tom, son ton soudain déterminé. « Je crois qu'on devrait le laisser la voir. »« C'est de la folie, » répondit-elle automatiquement. « C'est un prédateur sauvage, pas un chat domestique. On ne sait pas comment il pourrait réagir au chaton. »« On ne le sait pas, » admit Tom. « Mais regarde-le. Il a traversé des kilomètres pour retrouver sa famille. Il a bravé sa peur naturelle des humains pour entrer dans notre maison. Ce n'est pas juste un comportement instinctif standard. » Emma regarda à nouveau le lynx qui avait avancé d'un pas prudent, son attention désormais entièrement fixée sur le couloir menant à la buanderie. Elle n'avait jamais vu un tel comportement chez un félin sauvage. Une telle détermination, une telle intentionnalité. Si on l'empêche d'y aller, il pourrait devenir agressif, raisonna Emma à voix haute. Si on le laisse passer, il pourrait voir ça comme une permission d'établir un territoire dans notre maison. Ou il pourrait simplement vouloir voir sa famille, suggéra Tom, et puis repartir. Une nouvelle série d'appels fut échangée entre les 2 lynx, plus urgente cette fois. Scout se leva lentement et, à la stupéfaction d'Emma, s'écarta délibérément du passage, comme s'il comprenait la situation mieux que ses maîtres humains. « D'accord, » décida-t-elle enfin. « On va reculer lentement vers le salon et lui laisser le passage vers la buanderie, mais je veux qu'on puisse observer ce qui se passe. » Tom acquiesça, et ensemble, ils se déplacèrent avec une lenteur calculée, s'éloignant du lynx tout en gardant un angle de vue sur le couloir. Le félin les observa sans bouger, attendant patiemment qu'ils s'écartent suffisamment. Lorsqu'ils atteignirent l'entrée du salon, le lynx sembla comprendre que la voie était libre. Avec une grâce fluide qui contrastait avec sa taille imposante, il traversa la cuisine et s'engagea dans le couloir, suivant les appels d'Artémis. Emma s'empara rapidement de son téléphone pour filmer cette rencontre historique. Elle avait du mal à croire ce qui se passait sous son toit, un événement qui défait tous les schémas comportementaux connus des lynx roux en milieu sauvage. Le lynx mâle s'arrêta devant la barrière improvisée de la buanderie. De l'autre côté, Artémis s'était approché autant que possible, les chatons laissés temporairement dans leur coin douillet. Les 2 félins se regardèrent à travers la barrière, leurs museaux presque en contact. « C'est incroyable », souffla Emma, filmant la scène avec des mains tremblantes d'excitation. Ils se reconnaissent clairement. Le lynx mâle, que Tom avait spontanément surnommé Atlas, en voyant sa stature imposante, émit un ronronnement grave qu'Emma n'avait jamais entendu auparavant. Artémis répondit sur le même ton, puis se tourna pour regarder vers ses petits. Ce qui se passa ensuite dépassa toutes les attentes d'Emma. Atlas, évaluant visiblement la barrière, se dressa sur ses pattes arrière et, d'un mouvement précis, posa ses pattes avant sur le bord supérieur. La barrière vacilla dangereusement. « Il va la franchir », prévint Tom, faisant un mouvement pour intervenir.
Attends, le retint Emma. Voyons ce qu'il fait. Atlas, avec une délicatesse surprenante pour un animal si puissant, se hissa par-dessus la barrière sans la renverser et atterrit silencieusement de l'autre côté. Artémis ne montra aucun signe d'alarme. Au contraire, elle s'approcha de lui et frotta sa tête contre son cou dans un geste d'affection féline universelle. « Je n'arrive pas à y croire », murmura Emma, émerveillée. Une telle affection entre adultes est rarement documentée chez les lynx roux sauvages. « Peut-être que nos connaissances sont incomplètes », suggéra Tom. « Ou peut-être que cette situation extraordinaire provoque des comportements extraordinaires. » Atlas suivit Artémis jusqu'au coin où se trouvaient les chatons. Emma retint son souffle, soudain inquiète. Les mâles félins pouvaient parfois être hostiles envers les petits qui n'étaient pas les leurs, et même s'il était probablement le père, rien ne garantissait son comportement. Mais ses craintes s'avérèrent infondées. Atlas s'accroupit devant les 3 chatons, les reniflant délicatement. Il s'attarda particulièrement sur Phénix, le plus petit, émettant un son doux qui ressemblait presque à une interrogation. Artémis s'allongea près des petits et Atlas l'imita, créant un cercle protecteur autour de leur progéniture. « Ils forment une famille », dit Tom, sa voix trahissant son émotion. « Une vraie famille. » Emma ne pouvait qu'acquiescer, trop émue pour parler. Ce qu'ils observaient était si rare, si précieux, un aperçu d'un comportement familial félin sauvage qui n'avait peut-être jamais été documenté auparavant. Scout s'était approché silencieusement et s'assit près d'eux, observant la scène avec ce qui ressemblait à une approbation tranquille. Tom passa un bras autour des épaules d'Emma et ils restèrent ainsi, 3 espèces réunies dans un moment de communion improbable. Après ce qui sembla une éternité, Emma retrouva son professionnalisme. « Je dois appeler Martin », dit-elle, s'arrachant à contre-cœur à ce spectacle. « Cette situation change tout. » Le docteur Lambert fut d'abord incrédule, puis fasciné par les vidéos qu'Emma lui envoya en temps réel. « C'est sans précédent », admit-il, complètement inattendu. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Emma. « Le transport est toujours prévu pour demain, mais avec le mal présent, ça complique les choses, reconnut le docteur Lambert. Capturer un lynx adulte est déjà délicat, mais 2 plus des chatons. Et puis séparer le mâle de sa famille maintenant qu'ils se sont retrouvés semble problématique éthiquement parlant. Une idée commençait à se former dans l'esprit d'Emma, une idée folle mais séduisante. « Et si on les laissait partir ?» proposa-t-elle. « Maintenant qu'Atlas est là, que Phénix va mieux, que la famille est réunie, on pourrait simplement les relâcher près d'ici, les laisser retourner dans leur habitat naturel. » Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « C'est contraire au protocole standard, » dit finalement le docteur Lambert. « Mais je dois admettre que cette situation entière est hors protocole. » Il soupira. « Laisse-moi réfléchir et consulter l'équipe. Je te rappelle dans 1 heure. » Emma raccrocha, le cœur battant d'excitation. L'idée de relâcher la famille de lynx directement dans la nature, de leur rendre leur liberté sans l'intermède artificiel du centre de conservation, lui semblait soudain parfaitement juste. « Tu crois qu'ils accepteront ?» demanda Tom qui avait écouté la conversation. « Je ne sais pas », admit Emma, « mais je l'espère. Ces animaux nous ont prouvé qu'ils sont plus adaptables, plus résilients que tout ce qu'on croyait savoir sur leur espèce. Ils méritent une chance de vivre selon leurs propres termes. » Ils retournèrent observer la famille de lynx. La scène avait encore évolué. Atlas, apparemment accepté comme membre à part entière de la famille, nettoyait maintenant délicatement Phénix avec sa langue râpeuse. Le petit chaton, loin d'être effrayé par ce nouveau venu imposant, se laissait faire avec une confiance absolue. « On dirait qu'il vérifie l'état de santé de son fils, le plus fragile, » murmura Tom, touché par cette démonstration de soin paternel. Emma acquiesça, notant mentalement chaque détail de ce comportement extraordinaire. « C'est exactement ce qu'il fait. »
et je pense qu'il approuve nos soins. Il sent probablement l'odeur du supplément de calcium qu'on a donné à Artemis. Il voit que les petits sont propres et en bonne santé. Tom sourit. Tu crois qu'on a l'approbation parentale des lynx? C'est une première. L'heure qui suivit fut consacrée à observer et documenter le comportement de la famille féline réunie. Atlas alternait entre des moments de vigilance, observant leur environnement avec une attention soutenue, et des interactions tendres avec Artemis et les chatons. Il semblait particulièrement attentif à Phoenix, comme s'il avait identifié sa vulnérabilité. Lorsque le téléphone d'Emma sonna enfin, elle décrocha avec une nervosité à peine dissimulée. « Nous avons discuté de ta proposition », annonça le docteur Lambert sans préambule. « Et contre toute attente, nous sommes parvenus à un consensus. » Emma retint son souffle. « Si, et c'est un grand si, le petit continue de s'améliorer, et si vous pouvez garantir une zone de relâcher appropriée, loin des habitations mais avec un habitat adéquat, alors oui, nous autorisons un relâcher direct. » Emma laissa échapper un cri de joie qui fit sursauter tous les occupants de la maison, humains et félins confondus. « Mais, continua le docteur Lambert, nous voulons le faire correctement. Je viendrai demain avec une équipe réduite. Nous examinerons les chatons, poserons des émetteurs de suivi minimalistes sur les adultes et superviserons le relâcher. C'est un compromis acceptable ? » « Parfaitement acceptable, » répondit Emma, échangeant un regard ravi avec Tom. « Merci, Martin, tu ne le regretteras pas. » Après avoir raccroché, Emma annonça la nouvelle à Tom, qui la serra spontanément dans ses bras. « C'est la meilleure solution, » dit-il. « Pour eux et pour la science, une famille qui reste unie. » Une famille qui reste unie. Ces mots résonnèrent en Emma d'une façon inattendue, faisant écho à leur conversation interrompue sur leur propre avenir familial. Dans la buanderie, Atlas s'était allongé aux côtés d'Artemis, leur corps formant un rempart protecteur autour des chatons endormis. L'image de cette famille sauvage, réunie contre toute probabilité, resterait gravée dans la mémoire d'Emma comme un témoignage de la force des liens familiaux, qu'ils soient humains ou animaux. L'excitation d'Emma et Tom fut de courte durée. La réalité logistique d'un relâché de lynx les rattrapa rapidement. Où exactement les relâcher? Comment transporter une famille de félins sauvages en toute sécurité? Et surtout, comment s'assurer que les chatons, particulièrement Phoenix, survivraient dans la nature? On devrait cartographier les territoires potentiels, suggéra Emma, déployant une grande carte topographique de la région sur la table de la cuisine. Son esprit analytique avait repris le dessus, transformant l'émotion en action concrète. Tom se pencha sur la carte, son œil d'architecte évaluant le terrain. Il nous faut un endroit suffisamment isolé des habitations humaines, mais pas trop éloigné pour qu'on puisse les surveiller régulièrement. Ils passèrent les heures suivantes à identifier des zones potentielles, croisant données géographiques et connaissances d'Emma sur les besoins territoriaux des lynx roux. Scout, sentant peut-être l'atmosphère d'anticipation, faisait régulièrement des allers-retours entre la cuisine et la buanderie, comme s'il voulait tenir les lynx informés des préparatifs. « Qu'est-ce que tu penses de cette zone ?» demanda Emma, indiquant un secteur boisé à environ 5 km de leur propriété. « C'est une réserve naturelle, peu fréquentée par les humains, avec une abondance de proies potentielles et plusieurs points d'eau. » Tom examina l'endroit. « Ça semble parfait, et assez proche pour qu'on puisse vérifier régulièrement leur adaptation. » Emma hocha la tête, satisfaite de leur choix. « Maintenant, il faut préparer le transport. Je vais appeler Martin pour confirmer qu'ils apporteront des cages appropriées. » Pendant qu'Emma s'occupait de la logistique avec le docteur Lambert, Tom se rendit dans la buanderie pour vérifier l'état de leur famille féline temporaire. La scène qu'il y découvrit le figea sur place. Atlas, le lynx mâle, était allongé près de la barrière, observant l'entrée avec une vigilance tranquille.
Artémis reposait au centre de la pièce, allaitant les 3 chatons. Mais ce qui surprit Tom, c'était la position de Phénix. Le petit chaton, habituellement collé à sa mère, s'était aventuré à quelques centimètres d'elle et tentait maladroitement de se tenir sur ses pattes. « Emma !» appela-t-il doucement. « Viens voir ça !» Emma arriva rapidement, téléphone encore en main. Son visage s'illumina en voyant Phénix. « Il explore. C'est un signe extraordinaire de progrès. » Phénix, après quelques pas chancelants, tomba sur le flanc, mais se redressa immédiatement avec une détermination touchante. Atlas émit un ronronnement grave qui semblait presque encourageant. « Tu crois qu'il sera prêt pour la vie sauvage ?» demanda Tom, son inquiétude pour le petit revenant à la surface. Emma observa attentivement le chaton qui continuait ses tentatives. Les progrès qu'il a faits sont remarquables, mais c'est à Martin d'en juger. S'il estime que Phénix n'est pas prêt, elle laissa sa phrase en suspens, ne voulant pas envisager les complications potentielles. Le reste de la journée passa dans une effervescence de préparatifs. Emma compléta ses notes d'observation, documentant méticuleusement chaque aspect du comportement des lynx. Tom prépara un itinéraire détaillé jusqu'au site de relâcher, identifiant le meilleur accès en véhicule et le chemin le moins stressant pour les animaux. Le soir venu, ils s'assirent sur la véranda, observant le soleil se coucher sur les montagnes du Montana. Scout, reposé à leurs pieds, apparemment serein malgré les bouleversements des derniers jours. « Tu crois qu'ils vont nous manquer ?» demanda Tom, brisant le silence contemplatif. Emma sourit. « Évidemment. Comment ne pas s'attacher après une expérience aussi intense? Mais ce n'est pas comme si on ne les reverrait jamais. Les émetteurs nous permettront de suivre leurs déplacements, et qui sait, peut-être qu'ils établiront leur territoire pas trop loin d'ici. » Tom hocha la tête, mais son expression restait pensive. C'est étrange comment ces quelques jours ont changé ma perspective sur beaucoup de choses. « Comme quoi ?» demanda doucement Emma, bien qu'elle pût deviner la réponse. « La famille, la vie, nos priorités. » Il se tourna vers elle, son regard sincère. « Je sais qu'on a parlé d'avoir des enfants comme d'un projet lointain, mais cette expérience m'a fait réaliser que je suis prêt, plus que prêt. » Emma prit sa main, entremêlant leurs doigts. « Moi aussi, » admit-elle. Voir Artémis et Atlas avec leurs petits, cette façon dont ils se sont adaptés aux circonstances, dont ils ont lutté pour leur famille, ça m'a touché plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Un silence confortable s'installa entre eux, rempli de possibilités nouvelles et d'espoir partagé. Le futur semblait soudain plus clair, comme si les lynx avaient illuminé un chemin qu'ils hésitaient à emprunter. La matinée du 4e jour arriva avec une excitation nerveuse. Emma s'était réveillée avant l'aube, vérifiant une dernière fois l'état des lynx avant l'arrivée du docteur Lambert et de son équipe. Tous semblaient en bonne forme, même Phénix, qui avait continué ses explorations maladroites sous l'œil vigilant d'Atlas. « Ils sont prêts », murmura-t-elle à Tom qui la rejoignait, 2 tasses de café à la main. À 9 heures précises, un convoi de 2 véhicules portant le logo du centre de conservation s'engagea dans leur allée. Le docteur Martin Lambert en descendit, accompagné de 3 assistants et d'un vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage. Martin était exactement comme Emma se le rappelait, grand, mince, avec des cheveux gris coupés courts et des lunettes qui accentuaient son regard vif et curieux. Il avait été son mentor pendant ses études, et son soutien avait été déterminant dans sa carrière. « Emma », la salua-t-il chaleureusement. « Tom, merci pour votre travail exceptionnel. » Les présentations faites, Martin n'attendit pas pour entrer dans le vif du sujet. « J'aimerais voir nos patients avant toute chose, particulièrement le petit dont tu t'inquiétais. » Emma les conduisit à la buanderie, où la famille de lynx les accueillit avec une méfiance prévisible. Atlas s'était positionné devant Artémis et les chatons, son corps tendu et prêt à défendre sa famille si nécessaire.
Impressionnant spécimen, commenta Martin, observant le lynx mâle avec un respect professionnel. Et tu dis qu'il est entré volontairement dans la maison pour retrouver sa famille. Fascinant. Le vétérinaire, Dr Sarah Chen, s'approcha prudemment. Pour examiner les petits, nous devrons séparer temporairement les parents, dit-elle. Je suggère de tranquilliser légèrement les adultes, pas une sédation complète, juste assez pour réduire leur stress et leur agressivité potentielle. Emma acquiesça, bien que l'idée de perturber l'harmonie établie lui déplut. Procédons rapidement alors, pour minimiser leur stress. L'opération fut menée avec une efficacité professionnelle. Les adultes reçurent une légère sédation administrée à distance, puis furent délicatement transférés dans des cages séparées. Les chatons, temporairement séparés de leurs parents, furent examinés un par le Dr Chen. Orion et Phoebe passèrent l'examen avec succès. Leur poids, leur température et leurs réflexes correspondaient parfaitement aux attentes pour des chatons de leur âge. Puis vint le tour de Phoenix. Emma retint son souffle tandis que le petit chaton était délicatement pesé et ausculté. Le Dr Chen prenait son temps, vérifiant chaque paramètre avec une attention méticuleuse. « Il est plus petit que la normale », dit-elle finalement, et son développement moteur est légèrement retardé. Mais ses fonctions vitales sont bonnes et il montre une résilience remarquable. « Est-il suffisamment fort pour être relâché ?» demanda Emma, formulant la question qui les préoccupait tous. Le Dr Chen échangea un regard avec Martin avant de répondre. « Dans des circonstances normales, je recommanderais une période plus longue de soins en captivité. Mais, encouragea Tom. Mais nous avons ici une situation exceptionnelle, compléta Martin. Les parents sont présents et attentifs, particulièrement le mâle qui semble avoir un comportement protecteur inhabituel. Ce soutien parental pourrait compenser les faiblesses de Phoenix. » Le Dr Chen hocha la tête. De plus, séparer ce chaton de sa famille maintenant pourrait causer un stress psychologique plus dommageable que les défis physiques qu'il rencontrera dans la nature. « Alors ?» demanda Emma, retenant toujours son souffle. Martin sourit. « Alors nous procédons comme prévu. Nous équipons les adultes d'émetteurs et nous relâchons la famille ensemble dans le site que vous avez identifié, à condition de maintenir une surveillance régulière, particulièrement dans les premières semaines. » Le soulagement d'Emma était presque palpable. Elle échangea un regard ému avec Tom, qui semblait tout aussi soulagé. Les heures suivantes furent consacrées aux préparatifs finaux. Les adultes, toujours sous légère sédation, furent équipés de minuscules émetteurs conçus pour se détacher naturellement après environ 1 an. Les chatons furent réunis avec leur mère dans une grande cage de transport, tandis qu'Atlas occupait une cage séparée. Tout était prêt pour le grand départ vers leur nouvelle vie sauvage. Emma, regardant cette famille qu'elle avait aidé à survivre et à rester unie, sentit une émotion intense la submerger. Ils avaient tant changé sa vie en si peu de temps, lui rappelant pourquoi elle avait choisi cette carrière, ravivant son désir d'avoir sa propre famille et élargissant sa compréhension de ces créatures sauvages qu'elle étudiait depuis des années. « Il est temps », annonça doucement Martin, posant une main sur son épaule. Emma acquiesça, se tournant vers Tom et Scoot qui attendaient près de la porte. « Allons leur rendre leur liberté. » Le convoi se mit en route sous un ciel parfaitement bleu. Emma et Tom menaient la procession dans leur 4x4, suivis par les 2 véhicules du centre de conservation. Scoot, installé sur la banquette arrière, regardait par la fenêtre avec une attention soutenue, comme s'il comprenait l'importance de cette journée. « Je me sens comme si j'accompagnais mes enfants à leur premier jour d'école », confessa Tom avec un petit rire nerveux, excité et terrifié à la fois. Emma sourit, comprenant parfaitement ce mélange d'émotions. On les a connus si brièvement et pourtant, ils ont laissé leur empreinte,
compléta Tom, sur notre maison et sur nos cœurs. Le site qu'ils avaient choisi se trouvait au cœur de la réserve naturelle, accessible uniquement par un chemin forestier sinueux que leur 4x4 gravissait sans difficulté. Les véhicules du centre, plus lourds en raison de leur équipement et des cages, progressaient plus lentement derrière eux. « Tu crois qu'ils vont rester dans la zone ?» demanda Tom après un moment de silence contemplatif. Emma considéra la question. Les lynx roux peuvent avoir des territoires assez vastes, mais la présence de chatons va probablement limiter leurs déplacements initiaux. Je pense qu'ils chercheront d'abord un abri sécurisé, probablement une grotte ou un amas rocheux, puis établiront progressivement leur territoire de chasse. Et pour la nourriture, Phoenix pourra suivre si les parents doivent chasser loin. Les chatons restent généralement au repère pendant que la mère chasse, expliqua Emma. Mais avec Atlas présent, il pourrait développer une dynamique différente. C'est l'un des aspects que Martin espère étudier grâce aux émetteurs. Ils arrivèrent finalement à une petite clairière entourée d'épinettes et de trembles, l'endroit idéal pour le relâcher. Un petit ruisseau coulait à proximité, offrant une source d'eau fraîche. Des traces récentes dans la boue, empreintes de cerfs, de lièvres et même de petits rongeurs, témoignaient de l'abondance de proies potentielles. Les véhicules s'immobilisèrent et l'équipe se déploya avec une efficacité professionnelle. Les cages furent délicatement déchargées et placées côte à côte à la lisière de la forêt, orientées vers les bois qui allaient devenir le nouveau territoire de la famille féline. L'effet de la sédation devrait se dissiper complètement d'ici quelques minutes, indiqua le docteur Chen, vérifiant les signes vitaux d'Atlas à travers les barreaux. Les adultes seront pleinement alertes pour le relâcher. Emma s'accroupit devant la cage, contenant Artémis et les chatons. La lynx la regardait avec ses yeux ambrés qui semblaient contenir toute la sagesse sauvage du monde. Les 3 chatons, blottis contre elle, étaient des boules de fourrure tachetées aux yeux encore bleutés, le seul indice visible de leur extrême jeunesse. « Vous êtes prêts pour votre grande aventure ?» murmura Emma. « Soyez prudents là-bas. » Martin s'approcha, son carnet de notes à la main. « Les émetteurs fonctionnent parfaitement. Nous pourrons suivre leur déplacement dans un rayon d'environ 10 km. Au-delà, nous devrons utiliser des méthodes de triangulation aérienne. » « À quelle fréquence prévoyez-vous de vérifier leur position ?» demanda Tom. « Quotidiennement pendant les 2 premières semaines, » répondit Martin. « Puis 2 fois par semaine pendant 1 mois, et ensuite une surveillance hebdomadaire régulière. Si leurs signaux restent stables, nous saurons qu'ils s'adaptent bien. » Emma hocha la tête, rassurée par ce protocole rigoureux. Scout s'était approché et s'assit calmement près des cages, son comportement toujours aussi étonnamment respectueux envers ses prédateurs qui, dans d'autres circonstances, auraient pu représenter une menace pour lui. « Il est temps », annonça finalement Martin. Tout le monde en position. L'équipe se dispersa stratégiquement, formant un demi-cercle éloigné derrière les cages, laissant un large espace ouvert vers la forêt. Tom avait pris Scout par le collier, le maintenant à une distance sécuritaire. Emma, autorisée à rester plus proche en raison de sa relation particulière avec les lynx, se tenait à quelques mètres de Martin qui superviserait l'ouverture des cages. « On commence par Atlas », décida Martin. « S'il s'éloigne immédiatement, tant mieux. S'il attend sa famille, nous ouvrirons ensuite la cage d'Artémis. » Un assistant s'approcha de la cage du lynx mâle, tenant une longue perche munie d'un mécanisme permettant d'ouvrir la porte à distance. Atlas, maintenant pleinement alerte, fixait l'ouverture, son corps tendu et prêt à bondir. « À mon signal, » dit Martin. « 3, 2, 1, maintenant. » La porte de la cage s'ouvrit avec un cliquetis métallique. Pendant un instant qui sembla s'étirer indéfiniment, Atlas resta immobile comme s'il suspectait un piège. Puis, avec une fluidité saisissante, il bondit hors de la cage, s'immobilisant à quelques mètres pour évaluer son environnement. Emma retint son souffle,
fasciné par la beauté sauvage de cet animal qui, quelques heures plus tôt, se trouvait dans sa buanderie. Atlas tourna la tête vers eux, ses yeux parcourant le groupe d'humains jusqu'à s'arrêter brièvement sur Emma. Pendant une seconde, elle crut y lire une forme de reconnaissance, peut-être même de gratitude, mais c'était probablement son imagination, sa tendance humaine à anthropomorphiser. Puis, contre toute attente, au lieu de s'élancer vers la forêt et la liberté, Atlas fit demi-tour et s'assit calmement face à la cage contenant sa famille. « Il attend », murmura Martin émerveillé. « C'est remarquable. » Sans hésitation, il fit signe à l'assistant d'ouvrir la seconde cage. La porte s'ouvrit et Artémis apparut dans l'ouverture, ses chatons se cachant derrière elle. Avec une prudence maternelle, elle inspecta les environs, repéra immédiatement Atlas, puis commença à sortir. Le processus fut plus lent cette fois. Artémis devait s'assurer que ses 3 petits la suivaient. Orion et Phoebe, les plus robustes, n'eurent aucune difficulté, trottinant docilement derrière leur mère. Phénix, cependant, hésitait encore à l'entrée de la cage. Emma sentit son cœur se serrer. Et si le petit était trop faible, s'il se perdait, si les prédateurs le repéraient comme le maillon vulnérable? Comme s'il percevait sa détresse, Atlas se leva et s'approcha de la cage d'un pas délibéré. Artémis s'immobilisa, observant. Le lynx mâle s'arrêta devant l'ouverture et émit un son grave, presque identique à celui qu'Emma l'avait entendu produire lorsqu'il avait découvert Phénix pour la première fois. Et comme par magie, le petit chaton sortit en titubant, s'arrêtant juste devant Atlas. Le lynx adulte se pencha, saisit doucement Phénix par la peau du cou, exactement comme Artémis l'aurait fait, et le porta vers sa mère et ses frères et sœurs. « Mon Dieu !» souffla Emma, les larmes aux yeux. « Vous voyez ça ?» Personne ne répondit, tous hypnotisés par cette scène extraordinaire. Même les scientifiques aguerris du groupe semblaient émus par cette démonstration d'instinct paternel. La famille réunie, Atlas prit la tête, conduisant Artémis et les chatons vers la forêt. Ils avançaient lentement, s'arrêtant fréquemment pour permettre aux petits de suivre. À mi-chemin de la lisière des arbres, Atlas et Artémis s'immobilisèrent simultanément et se tournèrent vers le groupe humain. Pendant un instant suspendu, 2 mondes se regardèrent, le monde sauvage et le monde humain, séparés par des millénaires d'évolutions divergentes mais unis, pendant ces quelques jours extraordinaires, par les liens universels de la famille et de la survie. Puis, comme obéissant à un signal invisible, les lynx se détournèrent et disparurent dans l'ombre verte de la forêt, emportant avec eux une partie du cœur d'Emma et de Tom. Le silence qui suivit était presque sacré, personne ne voulant rompre la magie de ce moment. Ce fut Scout qui brisa finalement le charme, émettant un seul aboiement grave qui ressemblait étrangement à un adieu. L'équipe commença à ranger leur matériel, échangeant des observations scientifiques pour masquer l'émotion qui les avait tous saisis. Martin s'approcha d'Emma et Tom, un sourire sincère adoucissant ses traits habituellement professionnels. « Merci », dit-il simplement. « Ce que vous avez fait, ce que nous venons tous de vivre, dépasse largement le cadre habituel de la conservation. C'est de la science, bien sûr, mais c'est aussi quelque chose de plus profond. » Emma acquiesça, incapable de formuler en mots ce qu'elle ressentait. Tom passa un bras autour de ses épaules, la serrant contre lui. « Ils vont nous manquer, admit-il. »« C'est normal, » répondit Martin. « Mais vous pourrez suivre leur progrès. Je vous enverrai personnellement les rapports de suivi. Et qui sait, peut-être qu'ils resteront suffisamment proches pour que vous puissiez les apercevoir occasionnellement. » Cette pensée réconfortante accompagna Emma et Tom sur le chemin du retour, leurs 4 silencieux, sans le poids précieux qui l'avait transporté à l'aller. Scout s'était endormi sur la banquette arrière, apparemment épuisé par l'intensité émotionnelle de la journée.
Notre maison va sembler vide, dit doucement Tom alors qu'ils approchèrent de leur propriété. Emma posa une main sur la sienne. Mais pas pour longtemps, peut-être. Leurs regards se croisèrent, emplis de promesses nouvelles et d'espoirs partagés. La famille de Lynx avait quitté leur vie aussi soudainement qu'elle y était entrée, mais son influence durerait bien au-delà de ces quelques jours extraordinaires. 6 mois s'écoulèrent, transformant l'été en hiver, puis en un printemps naissant. La vie des Moreau avait repris son cours normal, ou presque. La buanderie était redevenue une simple buanderie, sans trace apparente de ses occupants félins temporaires. Pourtant, les souvenirs persistaient, entretenus par les rapports réguliers que Martin leur envoyait sur les déplacements de la famille de Lynx. Un matin d'avril, Emma étudiait justement les dernières données de suivi sur son ordinateur portable, une tasse de thé à la main. La carte à l'écran montrait un réseau de points et de lignes, l'évolution du territoire de la famille depuis leur relâchère. Ils ne se sont pas beaucoup éloignés, remarqua Tom, regardant par-dessus son épaule. 5 kilomètres au maximum du point de relâcher. C'est surprenant mais logique, répondit Emma. Avec des petits, ils cherchent la stabilité. Et puis, la zone est riche en proies et relativement isolée des humains. Les données indiquaient que la famille avait établi son repère principal dans un affleurement rocheux au cœur de la réserve, avec plusieurs abris secondaires répartis stratégiquement sur leur territoire. Ce qui fascinait particulièrement Emma, c'était le schéma de déplacement des 2 adultes, parfois ensemble, parfois séparément, mais toujours en coordination, comme s'ils se relayaient pour la chasse et la protection des petits. Martin dit qu'ils n'ont jamais observé un tel comportement coopératif chez des lynx roux sauvages, dit-elle parcourant le dernier rapport. C'est comme si cette expérience traumatisante, la séparation, la mise bas difficile, la réunion dans notre maison, avait créé un lien plus fort entre Atlas et Artemis. Ou peut-être que ce comportement existe naturellement, mais qu'il est rarement observé parce que les occasions d'étudier une famille intacte sont rares, suggéra Tom. Quoi qu'il en soit, c'est précieux pour la recherche, affirma Emma. Martin dit que ces observations remettent en question plusieurs théories établies sur la structure sociale des lynx roux. Elle fit défiler le rapport jusqu'aux informations concernant les chatons. Orion et Phoebe se développent normalement comme prévu, et Phoenix. Elle s'interrompit, un sourire éclairant son visage. Phoenix a rattrapé son retard. Les observations par caméra à distance montrent qu'il est presque aussi grand que son frère et sa sœur maintenant. Tom sourit à son tour, partageant sa joie. Notre petit combattant a survécu. Plus que survécu, il prospère. Martin dit qu'il est souvent le premier à explorer de nouveaux territoires, comme s'il compensait sa fragilité initiale par une curiosité et une audace accrue. Tom s'assit à côté d'elle, prenant une gorgée de son propre café. « Tu sais ce que ça me rappelle, toi, cette même détermination face aux obstacles. » Emma rit, fermant l'ordinateur. « Je ne suis pas sûr que la comparaison avec un lynx roux soit flatteuse, mais je l'accepte. » Un confortable silence s'installa entre eux, rompu seulement par le cliquetis des griffes de Scout sur le parquet lorsqu'il vint s'allonger à leurs pieds. Le chien avait rapidement repris ses habitudes après le départ des lynx, mais Emma avait parfois l'impression qu'il regardait vers la lisière des bois avec une attention particulière, comme s'il se souvenait de ses étranges compagnons temporaires. « J'ai une idée, » dit soudain Tom, « si on allait les observer. » Martin a mentionné qu'ils sont relativement prévisibles dans leurs déplacements maintenant. On pourrait installer un poste d'observation à distance sécuritaire. L'idée séduisit immédiatement Emma. Observer discrètement la famille dans son habitat naturel, voir de ses propres yeux comment Phoenix s'en sortait. Ce serait merveilleux. Je vais contacter Martin pour vérifier les meilleurs emplacements et horaires. Ce projet impromptu les occupa toute la matinée.
Emma coordonnant avec Martin, Tom préparant l'équipement nécessaire. Jumelles, appareil photo à téléobjectif, vêtements de camouflage, provisions pour une journée entière d'observation. « J'ai quelque chose à te dire », annonça Emma, alors qu'ils finalisaient leurs préparatifs pour l'expédition prévue le lendemain. Son ton sérieux attira immédiatement l'attention de Tom. « Tout va bien ?» s'inquiéta-t-il. Emma prit une profonde inspiration. « J'ai arrêté la pilule il y a 3 mois. Tu te souviens, on avait décidé de... essayer d'avoir un bébé. » compléta Tom, son visage s'illuminant. « Oui, bien sûr que je m'en souviens. » « Eh bien, » continua Emma, un mélange de nervosité et d'excitation dans la voix, « je n'ai pas eu mes règles ce mois-ci, et ce matin j'ai fait un test. » Tom resta un instant figé, assimilant l'information. Puis il s'approcha d'Emma, prenant ses mains dans les siennes. « Tu veux dire ?» Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. » La joie qui envahit le visage de Tom était indescriptible, un mélange d'émerveillement, d'amour et d'une pointe d'appréhension qui reflétait parfaitement les propres émotions d'Emma. Il la prit dans ses bras, la soulevant presque du sol dans son enthousiasme. « Un bébé » murmura-t-il contre ses cheveux. « Notre propre petit phénix. » Emma rit à travers ses larmes. « On ne va pas appeler notre enfant Phénix, Tom. » « Non, mais j'aime l'idée qu'il ou elle aura un peu de cet esprit de détermination, » répondit-il en la reposant doucement. « C'est magnifique, Emma. Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment. » Scout, sentant l'émotion dans l'air, s'était approché, poussant son museau contre leurs mains jointes. Emma s'accroupit pour le caresser. « Tu vas devoir t'habituer à un nouveau membre de la famille, mon grand. » « Il sera parfait, » affirma Tom. Il a déjà prouvé qu'il savait s'adapter à l'inattendu. Cette nouvelle apporta une dimension supplémentaire à leur expédition d'observation prévue pour le lendemain. Ce n'était plus seulement une occasion de voir comment évoluait la famille de lynx qu'ils avaient aidée, c'était aussi une sorte de pèlerinage, un hommage à l'expérience qui avait, d'une certaine façon, catalysé leur propre aventure familiale. Ils partirent à l'aube, suivant les coordonnées fournies par Martin. Le lieu d'observation suggéré se trouvait sur une petite crête surplombant une clairière que la famille de lynx traversait régulièrement aux premières heures du jour en revenant de la chasse. Emma, Tom et Scout s'installèrent sous un affût naturel formé par des rochers et des buissons, offrant une vue parfaite tout en les dissimulant efficacement. Scout, habitué aux expéditions d'observation d'Emma, savait rester parfaitement immobile et silencieux quand la situation l'exigeait. Pendant presque 2 heures, ils attendirent patiemment, savourant simplement la beauté sauvage qui les entourait. Le chant des oiseaux, la brise légère dans les arbres, les premiers rayons du soleil réchauffant progressivement l'air frais du matin. Puis soudain, Scout se raidit légèrement, ses oreilles pivotant vers l'avant. Emma et Tom suivirent son regard et les virent. 2 silhouettes félines élégantes émergeant de la forêt, suivies de 3 formes plus petites, mais désormais bien reconnaissables. « C'est eux », chuchota Emma, ajustant ses jumelles avec des mains tremblantes d'émotion. La famille de lynx avançait avec la grâce et la vigilance caractéristiques des prédateurs sauvages. Atlas menait la procession, suivi d'Artémis, les 3 jeunes fermant la marche. Même à cette distance, Emma pouvait voir combien les chatons avaient grandi. Ils n'étaient plus les minuscules boules de fourrure nées dans sa buanderie, mais de jeunes lynx presque adolescents, leurs taches distinctives maintenant bien définies sur leur pelage roux. « Lequel est Phénix ?» demanda Tom, braquant son téléobjectif sur les jeunes. Emma observa attentivement les 3 chatons. « Je crois que c'est celui de gauche. Il est toujours légèrement plus petit, mais il se déplace avec une assurance remarquable. » Le jeune lynx en question trottait avec enthousiasme, s'arrêtant parfois pour examiner quelque chose au sol, avant de rattraper sa famille en quelques bonds agiles.
Rien dans son comportement ne trahissait les difficultés de ses premiers jours de vie. Atlas s'arrêta au milieu de la clairière, scannant les environs avec une vigilance inébranlable. Pendant un instant, son regard sembla se diriger droit vers leur cachette, comme s'il percevait leur présence malgré la distance et le camouflage. « Tu crois qu'il nous sent ?» murmura Tom. « Possible, » répondit Emma. « Leur odorat est bien plus développé que le nôtre, mais à cette distance, nous ne représentons pas une menace pour lui. » Comme pour confirmer cette théorie, Atlas reprit sa marche après ce bref moment d'attention, guidant sa famille vers l'autre côté de la clairière. Phoenix, cependant, s'attarda un peu plus longtemps, regardant dans leur direction avec une curiosité qui rappela à Emma ses premiers pas hésitants dans leur buanderie. Puis il se détourna et suivit sa famille, disparaissant dans l'ombre des arbres, aussi silencieusement qu'ils étaient apparus. Emma réalisa qu'elle avait retenu son souffle pendant toute la scène. À côté d'elle, Tom semblait tout aussi ému par ce bref aperçu de la vie qu'ils avaient contribué à sauver. « Ils vont bien », dit-il simplement, exprimant leur soulagement partagé. « Ils prospèrent », corrigea Emma, posant instinctivement une main sur son ventre encore plat. « Tout comme nous. » Scoot s'étira et vint poser sa tête sur les genoux d'Emma, comme s'ils partageaient leur sentiment de plénitude. Le cercle semblait complet. La famille qu'ils avaient aidée vivait librement dans la nature et leur propre famille s'agrandissait, enrichie par les leçons de courage, d'adaptation et d'amour qu'ils avaient apprises de leurs invités félins temporaires. Ils restèrent ainsi un long moment, savourant la beauté de ce nouveau chapitre qui s'ouvrait dans leur vie, liés par un fil invisible à la famille sauvage qui avait si profondément transformé leur vision du monde. 3 ans plus tard, une douce soirée d'été enveloppait la propriété des Moreau. Le soleil couchant baignait le jardin d'une lumière dorée, presque identique à celle du jour où Artémis était apparue à la lisière des bois. Sur la véranda, Emma berçait doucement Léa, sa fille de 2 ans et demi, tout en feuilletant un livre d'images d'animaux sauvages. « Encore Inix, maman ?» demanda la petite fille, pointant son doigt potelé vers la page, montrant un lynx roux. Emma sourit, échangeant un regard complice avec Tom qui préparait le barbecue à quelques pas de là. « Oui, c'est un lynx roux, comme Phoenix et sa famille. »« Phoenix vient quand ?» demanda Léa avec cette logique enfantine qui considérait tous les personnages des histoires parentales comme des amis potentiels. « Phoenix vit dans la forêt, mon cœur. C'est un animal sauvage, tu te souviens ?» expliqua patiemment Emma pour la 100e fois. Léa hocha solennellement la tête, ses boucles brunes, héritées de son père, dansant autour de son visage. Sauvage, pas câlin. Exactement, on peut les admirer, mais de loin. Cette leçon, Emma la répétait régulièrement, consciente de l'importance d'inculquer à sa fille le respect des animaux sauvages, tout en nourrissant sa fascination naturelle pour eux. Léa grandissait entourée d'histoires sur la famille de Phoenix, version adaptée pour enfants de leur extraordinaire expérience avec les lynx. Scoot, désormais un vénérable seigneur de 6 ans, reposait paisiblement près d'elle, ouvrant occasionnellement un œil pour surveiller les mouvements de sa jeune maîtresse. Son pelage montrait quelques touches de gris autour du museau, mais son attachement à la famille restait inébranlable, particulièrement envers Léa, qu'il avait accueillie avec une patience infinie depuis sa naissance. « Le dîner est presque prêt », annonça Tom, retournant des légumes grillés sur le barbecue. « Martin est en route. Il devrait arriver d'1 minute à l'autre. » Comme évoqué, le docteur Lambert était devenu un visiteur régulier chez les Moreau. Leur expérience partagée avec la famille de Lynx avait créé un lien professionnel qui s'était progressivement transformé en amitié. Ce soir, il venait célébrer avec eux la publication imminente d'un article scientifique majeur sur le comportement parental des lynx roux, largement basé sur les observations de la famille d'Artémis et Atlas. « J'ai reçu les dernières données de suivi aujourd'hui », dit Emma,
continuant à bercer Léa qui commençait à somnoler contre son épaule. Phénix a finalement quitté le territoire familial. Tom s'arrêta dans sa tâche, visiblement ému par cette nouvelle. Notre petit combattant est devenu indépendant alors. Emma hocha la tête. C'est le cycle naturel. Les jeunes lynx quittent généralement le territoire parental entre 18 et 24 mois. Orion et Phoebe sont partis il y a plusieurs mois déjà. Phénix est resté plus longtemps que la moyenne, un dernier vestige peut-être de son départ difficile dans la vie. Où va-t-il? Vers le nord-est, apparemment. Il semble établir son propre territoire dans une zone inhabitée, à environ 15 km du territoire parental. Martin dit que c'est un bon signe, assez loin pour éviter la compétition directe avec Atlas, mais pas trop éloigné. Le crissement de pneus sur le gravier annonça l'arrivée de leur invité. Martin apparut quelques minutes plus tard, portant une bouteille de champagne et un paquet soigneusement emballé. « Mes félicitations aux co-auteurs », lança-t-il joyeusement. « L'article paraîtra dans le prochain numéro de Nature. Le comité éditorial a qualifié notre étude de révolutionnaire pour la compréhension des dynamiques familiales chez les lynx roux. » Après les salutations et pendant que Tom finalisait le repas, Martin s'installa sur la véranda avec Emma et la petite Léa, maintenant complètement endormie. « J'ai un cadeau pour la future biologiste, » dit-il, tendant le paquet à Emma. « Pour quand elle sera un peu plus grande. » Emma défit le papier cadeau avec précaution pour ne pas réveiller sa fille. À l'intérieur se trouvait un magnifique livre relié intitulé « Phénix, l'extraordinaire histoire d'une famille de lynx roux ». Les illustrations, réalisées d'après les photographies prises pendant leur suivi, étaient superbes, capturant avec une précision scientifique et une sensibilité artistique la beauté sauvage de ces félins. « Martin, c'est magnifique », murmura Emma, émue. « C'est un tirage spécial, avant la publication officielle prévue l'année prochaine », expliqua-t-il. « J'ai pensé que Léa devrait avoir le premier exemplaire, puisque sans sa mère et son père, cette histoire n'aurait jamais existé. » Le dîner se déroula dans une atmosphère chaleureuse, entre discussions scientifiques et anecdotes personnelles. Léa, réveillée pour manger, insista pour s'asseoir à côté de tonton Martin qui la captivait avec des imitations étonnamment précises de cris d'animaux. Plus tard dans la soirée, alors que Léa avait été mise au lit et que la conversation se poursuivait autour d'un verre de vin, le sujet revint inévitablement vers la famille de lynx. « Atlas et Artémis sont toujours ensemble », informa Martin. « C'est absolument sans précédent dans nos observations à long terme. La plupart des couples de lynx roux se séparent après l'élevage des petits, mais ces deux-là, ils ont développé un partenariat durable. » « Vous pensez que notre intervention a modifié leur comportement naturel ?» demanda Tom, toujours préoccupé par l'impact éthique de leur expérience. Martin considéra la question avec le sérieux qu'elle méritait. Impossible à dire avec certitude. Peut-être que l'expérience traumatisante de la séparation puis de la réunion a renforcé leur lien. Ou peut-être qu'il représente simplement une variante comportementale qui existait déjà, mais que nous n'avions jamais eu l'occasion d'observer. Dans tous les cas, ajouta Emma, ils semblent prospérer ensemble, et maintenant que tous leurs petits sont indépendants, ils pourraient avoir une nouvelle portée au printemps prochain, compléta Martin. Nous surveillons de près les signes de gestation chez Artémis. La conversation se poursuivit tard dans la nuit, alternant entre considérations scientifiques et réflexions plus personnelles sur les liens familiaux, les instincts parentaux et les ponts inattendus qui pouvaient parfois se former entre espèces différentes. Lorsque Martin prit finalement congé, promettant de revenir bientôt avec les premières critiques de leur article, Emma et Tom restèrent un moment sur la véranda, contemplant le ciel étoilé au-dessus des bois où vivaient Atlas et Artémis. « Tu crois qu'on les reverra un jour ?» demanda Tom, son bras autour des épaules d'Emma. « Peut-être, » répondit-elle. « Les lynx peuvent vivre jusqu'à 15 ans en liberté.
ils seront toujours là quelque part. Scout, qui s'était joint à eux dehors pour un dernier tour, s'immobilisa soudain, son attention fixée vers la lisière des bois. Ses oreilles se dressèrent, mais aucun aboiement ne suivit, juste cette posture d'alerte silencieuse qu'il avait développée depuis leur rencontre avec les lynx. Emma et Tom suivirent son regard. Pendant un instant, si bref qu'ils auraient pu l'imaginer, ils crurent apercevoir deux silhouettes félines se détachant sur la ligne d'arbres, leurs yeux reflétant la lumière de la véranda comme de minuscules lunes dorées. Puis les silhouettes disparurent, fondues dans l'obscurité de la forêt, laissant Emma et Tom se demander s'ils avaient réellement vu Atlas et Artémis ou si leur imagination avait simplement donné forme à leur espoir. « Qu'ils soient vraiment venus ou non, » murmura Emma. « J'aime l'idée qu'ils se souviennent de nous quelque part dans leur conscience sauvage. » Tom hocha la tête, comprenant parfaitement ce sentiment. « Comme nous nous souvenons d'eux, comme Léa apprendra leur histoire. » À l'étage, leur fille dormait paisiblement, entourée de peluches parmi lesquelles trônait un lynx roux, aux yeux brillants, son préféré. Sur sa table de chevet, le livre de Martin attendait les nombreuses lectures à venir, prêt à transmettre l'histoire extraordinaire qui avait changé la vie de ses parents avant même sa naissance. Le lendemain, dans la nurserie fraîchement repeinte, Tom accrocherait le dernier cadre d'une série de photos encadrées, celle d'Artémis allongée dans leur jardin, Phénix blotti contre elle avec Scout et Emma en arrière-plan. Un moment figé dans le temps, capturant l'instant précis où deux mondes s'étaient rencontrés, non pas dans la crainte ou le conflit, mais dans une reconnaissance mutuelle de la vulnérabilité et de la force qui unissent toutes les familles. À des kilomètres de là, au cœur de la forêt, Atlas et Artémis continuaient leur vie sauvage, ignorant leur contribution à la science et à une famille humaine. Phénix explorait son nouveau territoire, portant en lui les gènes de résilience qui l'avaient fait survivre contre toute attente. Et dans le jardin des Moreaux, sous le même soleil couchant qui avait éclairé leur première rencontre improbable, la vie continuait son cycle éternel, une danse complexe d'instincts et de choix, de nature et de nurture, de hasard et de volonté qui, parfois, créaient des miracles aussi improbables qu'une lynx enceinte s'effondrant devant un chien familial, et tout ce qui en avait découlé.